Unsere Rubrik 10 Minuten mit hält uns immer über Mutationen aller Art auf dem Laufenden. Heute lernen wir eine neue Führungskraft und ein neues Unternehmen kennen. Notre premier invité dans le 10 minutes avec vient du Valais, plus précisément de Saint-Maurice, et depuis le 1er mai 2017, directeur de la RTS. Il s'agit de Pascal Critin. Il obtient un master en lettres et en musicologie à l'université de Fribourg et en passant par la branche de l'édition, il atterrit en 2002 au poste de chef du programme à Espace 2 où il développe la cohésion de l'offre culturelle et musicale. De 2008 à 2009, Pascal Critin assume les responsabilités de secrétaire général de la RSR. Il dirige ensuite, pendant 7 ans, le département des affaires générales à la RTS. Soyez le bienvenu, Pascal Critin. Bonjour. 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 Directeur du département Affaires générales de la RTS pendant 7 ans, quelles étaient exactement vos tâches? C'est la question qu'on m'a toujours posée, à quoi ça sert? Et donc moi je disais toujours, je fais tout ce que les autres ne veulent pas faire. Voilà. Et donc j'étais à la fois secrétaire général, responsable d'organiser le fonctionnement du conseil de direction, donc tous les dossiers importants stratégiques, les dossiers de direction. J'avais aussi le service juridique, les projets stratégiques de l'entreprise et puis les relations avec les partenaires, parmi lesquels les radios régionales suisses romandes. Devenir directeur était donc une promotion logique pour vous? Oui, bon, c'est quand même un concours, hein, voilà. Il n'y a rien de logique dans la vie. Mais disons, oui, moi j'étais très engagé dans cette volonté d'occuper ce poste, parce que j'ai eu la chance, avec Gilles Marchand et un collègue de la télévision suisse romande, de dessiner la RTS lorsqu'on a fait la fusion de l'entreprise. J'étais dans le comité de pilotage de la fusion. J'ai eu la chance de la mettre en œuvre avec mes collègues du conseil de direction pendant 8 ans. Et puis, c'était quelques mois avant nos bilagues. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester assis au bord de la route et que j'avais envie de me battre à la tête de la RTS et avec les radios, télévisions régionales, enfin tous les partenaires qui ont gagné cette victoire. J'avais envie de me battre pour le service public ici en Suisse. Ce que je n'ai pas mentionné auparavant, vous n'êtes pas seulement musicologue, mais aussi musicien, compositeur et chef de chœur. Comment en êtes-vous finalement arrivé à travailler dans une maison d'édition? Bon, c'est les aléas de la vie. Il se trouve que je connaissais bien cette maison, j'étais proche. Et puis, j'étais en train de faire mon doctorat de musicologie. Et puis, je cherchais un peu de travail, un peu des sous, voilà. Et donc, j'ai été tapé à la porte de la maison d'édition pour savoir si je pouvais peut-être corriger des livres, hein, voilà, travailler. Et puis, le directeur de cette maison qui avait édition, imprimerie et librairie, qui travaillait en Suisse et à l'étranger, en France en particulier, m'a dit écoute, viens, moi je vais te prendre comme directeur des éditions. Voilà. Je n'ai jamais appris à faire ça, il n'y a pas d'école pour faire ça, j'ai appris sur le tas, sur le terrain, et puis j'ai travaillé 8 ans dans cette maison. Quelle influence a votre première carrière dans la musique sur votre travail actuel? Oui. Lorsque le conseil d'administration de la SSR m'a nommé, il y a un administrateur qui m'a dit « Est-ce que c'est compatible d'être musicien et de diriger la RTS ?» Alors j'ai dit « Non, on ne peut pas faire ça en même temps. » D'ailleurs, j'ai arrêté de faire de la musique depuis une année. J'ai arrêté la direction des chœurs et orchestres. Mais en revanche, je recommande à tous les managers d'apprendre à diriger des orchestres et des chœurs. Parce que c'est très intéressant. C'est très important, je crois même, quand on dirige une maison de médias, avec des journalistes, des animateurs, des gens de la musique, de l'information, de la culture, c'est un peu comme diriger un orchestre. Parce qu'en fait, vous dirigez des individualités, des personnalités, et vous essayez, avec ces individualités, ces personnalités, de faire un projet commun, une sorte de symphonie commune, où tout le monde amène son talent pour que tout ça existe de façon cohérente. Voilà, je trouve que je recommande la formation de direction d'orchestre pour les managers. Et puis, il y a la discipline et l'inspiration et tout ça, non? Qui a quand même c'est un ça, parallèle intéressant. La musique, ça demande effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'endurance. C'est jamais du premier coup, jamais du premier jour. Je pense que c'est la même chose dans un travail de média. C'est un travail au long terme. Nous devons réagir dans nos entreprises très vite parce que la disruption est très rapide. Mais en même temps, on doit garder un cap, on doit voir loin. Et il faut garder toujours ce projet, cet idéal devant nous. C'est à peu près la même chose en musique, cette tension entre le temps court et le temps long. Vous êtes un homme de la radio. Dans quelle mesure ceci vous influence dans votre job actuel en tant que directeur?
Moi, je vais réagir aussi un peu au propos de l'homme du jour, Ruby Rockstuhl, hein, tout le monde le cite. S'il est là, je le salue, je ne l'ai pas vu encore. Je crois effectivement que la radio a un avenir. En fait, nous avons connu le Video Age, si vous voulez, avec une révolution profonde autour de la vidéo, avec YouTube, avec les plateformes, avec Netflix, etc. Et maintenant commence l'avenir de la radio, maintenant commence l'Audio Age. Avec, et on va parler aujourd'hui de ça, une croissance fulgurante des podcasts aux États-Unis, en France, en Allemagne. Nous allons beaucoup nous investir aussi là-dessus, en RTS, avec la croissance des smart speakers, des assistants vocaux. On pense qu'il y aura 50 millions de ménages en Suisse, pas en Suisse, c'est pas possible, en Europe occidentale, 250 millions de ménages aux États-Unis d'ici 5 ans. Et là, nous avons de nouvelles plateformes, et bien sûr les plateformes Spotify, de streaming, etc. Nous avons de nouvelles plateformes sur lesquelles arrivent Google, Amazon, Apple, toujours les mêmes géants. Et nous, comme producteurs de contenu suisses, comme producteurs de contenu de service public, et dans le service public, je mets aussi les radios régionales, eh bien, nous avons, je crois, une mission à remplir, c'est d'exister aussi sur cette plateforme. Alors, concrètement, à la RTS, nous sommes en train de réfléchir à une stratégie de l'audio, pas une stratégie de la radio, une stratégie de l'audio 360 degrés sur toutes les plateformes dans laquelle il y a la radio comme une partie de la stratégie. Et ça, c'est un grand changement, la digitalisation, c'est un grand changement d'univers et de conception. Et qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Est-ce que vous avez un exemple que vous pouvez donner? Alors nous sommes en train de penser à la réorganisation de nos chaînes. Ça, c'est la partie radio de la stratégie de l'audio. Nous sommes en train de réfléchir à la création de podcasts natifs. Il y aura 5 séries de podcasts d'ici la fin de l'année. Et les podcasts ne sont pas des émissions de radio, c'est un autre public, d'autres sujets, d'autres réalisations. Donc nous sommes en train d'inventer de nouvelles écritures. On s'inspire de ce qui se passe à l'étranger. Puis, troisième axe, nous sommes en train de réfléchir à une digitalisation de la radio par une application personnalisée qui permettra à chacun de pouvoir composer son univers audio à partir de nos contenus. Vous avez déjà fait des expériences, je crois, à la dernière votation, non? Vous m'avez dit que vous avez fait travailler tout le monde ensemble, non? La télévision, la radio et le online. Oui, ça c'est la démarche qu'on appelle transmédia à la RTS. Nous sommes une entreprise qui travaille en radio, en télévision, sur le online, c'est-à-dire beaucoup de choses, le online, hein, le web, le mobile, les réseaux sociaux et tous les médias digitaux qui naissent. Eh bien, nous pensons que nous devons de plus en plus nous organiser horizontalement. En fait, pour le dire très facilement, très simplement, d'abord le public. Et le public, ce n'est pas simplement les jeunes, les personnes âgées, ce n'est pas des profils socio-démographiques. Ce n'est pas seulement ça. Le public, c'est aussi des intérêts. Et le public, c'est aussi des utilisations différentes des médias, des usages. Et quand on croise les profils socio-démographiques, les intérêts et les usages, ça donne une grande fragmentation. Et là, c'est intéressant le digital, parce que le digital permet d'amener le bon contenu à la bonne personne au bon moment, dans le bon usage. Et grâce à la digitalisation, grâce à la personnalisation, eh bien, nous sommes tous, je crois, de plus en plus des producteurs de contenu et pas des propriétaires de vecteurs, des producteurs de contenu qui ensuite se distribuent sur l'ensemble des vecteurs. Parlons un moment de YouTube. L'année passée, presque 60% des jeunes ont utilisé quotidiennement YouTube. Ceci est aussi intéressant pour les radios, non? Vous avez un exemple avec Couleur 3 qui est très présent. Oui, YouTube, c'est la chaîne musicale la plus importante dans le monde. YouTube, hein, on dirait c'est de la vidéo, ben non, c'est la chaîne musicale la plus importante. Eh bien, nous avons développé il y a une année à peu près, avec Couleur 3, une présence beaucoup plus importante sur YouTube en tant que chaîne musicale, mais aussi avec la vidéo et sur les réseaux sociaux. En fait, très simplement, nous avons équipé l'ensemble des studios de Couleur 3 de caméras. Nous filmons Couleur 3 du matin jusqu'au soir, puis nous découpons les séquences vidéo, les chroniques, etc., pour les republier sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, etc. Et nous recréons en fait un nouveau contenu, une nouvelle communauté avec ces contenus qui, à l'origine, viennent de la radio. Ce qui est délicat dans cet exercice de la radio filmée, et par exemple, on a fait une journée de votation au mois de juin, radio, télévision, web, la même émission sur tous les vecteurs, c'est qu'il faut respecter la grammaire, respecter l'écriture de chaque média. Et l'image qui s'ajoute à la radio ne doit pas être ajoutée au détriment de la radio. La radio doit pouvoir s'écouter sans les images,
elle doit pouvoir se regarder avec les images, et l'image amène quelque chose de plus, et ensuite sur le web, etc. Et ce travail de respect des écritures est très très important. Sinon, la radio va disparaître si on fait une sorte de petite télévision, si vous voulez. Merci beaucoup, Pascal Critin, pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci.